Et si la chose dont vous étiez le plus sûr s'avérait être celle à laquelle vous aviez le moins réfléchi? Ils sont 4 autour de ma table de salle à manger, et pas un seul ne m'a posé une question. Personne n'a demandé « Alors, papa, qu'est-ce que tu en penses ?» Personne n'a sollicité mon avis. Mon fils Christophe parle. Ma fille Isabelle parle. Le mari d'Isabelle, Éric, parle. La voix de mon médecin vient du téléphone d'Isabelle, posé sur la table. Elle l'a appelé pour cette conversation qu'elle a organisée, méthodiquement, dans ma maison, à laquelle j'ai été convié par un SMS qui disait simplement « Papa, faut qu'on parle dimanche ». Mon médecin emploie des mots comme « plan de soins » et « besoin d'accompagnement continu » et « structures adaptées ». Isabelle prend des notes sur un petit carnet. Christophe hoche la tête à intervalles réguliers, en accord. Éric gère son expression, reste neutre, parle peu, mais appuie ce qui est dit. Je suis assis en bout de ma propre table, dans ma propre maison, et je regarde tout ça se passer comme si j'étais un spectateur dans une pièce de théâtre, sur ma propre vie. Je m'appelle Jean-Pierre Leblanc. J'ai 82 ans. J'ai construit des ponts pendant 38 ans. Pas des ponts métaphoriques, pas des ponts symboliques, pas des ponts au sens figuré. De vrais ponts, au-dessus de vrais eaux, avec de vrais calculs de charge, de vraies vérifications de sécurité, de vrais déplacements de milliers de tonnes de matériaux. J'ai été ingénieur en chef sur 14 chantiers au cours de ma carrière. Je maîtrisais les calculs, je comprenais les structures, je savais ce qu'on pouvait supporter et ce qu'on ne pouvait pas. J'ai un tremblement parkinsonien à la main gauche qui est apparu il y a 2 ans et qui progresse lentement, régulièrement, comme une rivière qui coule en pente. Je prends des médicaments, je vois mon neurologue tous les 4 mois. Il fait des tests. Serrez ma main, soulevez votre jambe, dites le moi inverse. Je fais les tests. Il hoche la tête. La progression est lente. C'est une bonne nouvelle, relativement parlant. Je suis mentalement vif. Mes pensées m'obéissent. Mes réactions sont rapides. J'aime les mots croisés et les énigmes mathématiques. Je lis des biographies. Je regarde les informations. Je comprends les actualités. J'ai des avis sur ce que ma vie devrait être. Je suis physiquement fonctionnel. Je peux me lever du lit sans aide. Je peux marcher sans canne. Hier, j'ai conduit la voiture jusqu'à la quincaillerie. Je dois tourner le volant avec ma main droite parce que ma main gauche est moins stable, mais je peux conduire. Je peux cuisiner. L'autre jour, j'ai fait un pot-au-feu. J'ai dû laisser ma femme couper les légumes parce que le couteau demande une stabilité que ma main gauche ne peut plus maintenir. Mais je pouvais contrôler la température, les épices, le temps de cuisson. Je peux faire beaucoup de choses. Le tremblement est réel. Je ne le nie pas. Je ne suis pas quelqu'un qui refuse la réalité. Quand j'essaie de visser un écrou ou de tenir une tasse de café trop pleine, la main gauche ne fait plus ce que je lui demande avec la précision d'avant. Ça a changé. J'ai dû m'adapter à ça. Je me suis adapté. J'ai appris à travailler autour d'elle, à utiliser une main plutôt que 2, à accepter que certaines choses prenaient plus de temps ou n'étaient plus possibles. C'est une réalité que j'ai intégrée, que j'ai acceptée, pas joyeusement, mais acceptée. J'ai 82 ans
et je suis malade d'une maladie neurodégénérative lente. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi, mais c'est ce qui est. Ce n'est pas ce dont Christophe et Isabelle parlent. Ils ne parlent pas du tremblement lui-même. Ils ne disent pas « Papa, c'est difficile pour toi de faire des choses, peut-on t'aider ?» Ils ne parlent pas de solutions, des aides à domicile temporaire, un arrangement avec le plombier pour que quelqu'un qui peut visser les écrous vienne une fois par mois. Ils ne parlent pas de comment vivre mieux avec ce problème. Ils parlent d'un déclin qu'ils ont décidé, quelque part entre leur dernière visite et cette réunion organisée, de gérer pour moi. Christophe dit « On pense qu'il faudrait peut-être envisager des structures d'hébergement accompagnées. » Ils parlent comme si c'était une possibilité qu'on explorait ensemble. Ce n'est pas le cas. C'est une conclusion qu'on me présente pour mon accord. Je dis « Qu'est-ce que c'est, l'hébergement accompagné ?» Un silence. Isabelle dit que ce sont des endroits avec du personnel de soutien, des repas préparés, du personnel médical disponible. Je lui dis que je sais ce que c'est. Ce n'est pas une question honnête de ma part. Je sais ce que c'est. Je sais que ça veut dire que je quitterai ma maison. Je sais que ça veut dire que je vivrai avec d'autres gens âgés. C'est l'euphémisme pour maison de retraite. Je lui demande pourquoi on en parle. Christophe dit que c'est juste préliminaire, qu'on n'est pas pressé, qu'on explore juste les options. Isabelle dit qu'elle s'inquiète. Elle s'inquiète pour moi. Elle dit « Papa, je m'inquiète que tu tombes seul, que tu aies un problème et qu'il n'y ait personne. » Elle a la voix d'une fille qui s'inquiète réellement. Je le sais, ce n'est pas un acte. Mais il y a autre chose sous l'inquiétude. Il y a quelque chose qui se produit dans ces conversations, et j'en ai vu beaucoup au cours de ma carrière d'ingénieur, dans les réunions de chantier où un décideur arrivait avec sa conclusion et cherchait à y faire adhérer les autres plutôt qu'à chercher la meilleure solution. Quelque chose que je reconnais immédiatement. Ce n'est pas une conversation, c'est une présentation. On ne cherche pas une réponse. On cherche à obtenir mon accord sur une réponse déjà arrêtée. Mon médecin sur le téléphone confirme que je dois prendre au sérieux les risques de chute. Il dit qu'à mon âge, une chute peut être grave. Il dit que le risque augmente avec la progression de la maladie. Techniquement, il a raison, mais il ne dit pas « à moins qu'on institue des mesures particulières ». À moins qu'on réfléchisse à comment vivre avec ça. Il dit « Il faut envisager un cadre sécurisé ». Je reste assis encore quelques minutes. Je les écoute parler. Je regarde leur nervosité. Je vois qu'ils ont répété ça, qu'ils se sont coordonnés avant de venir, qu'ils s'attendent à une résistance de ma part, et qu'ils ont préparé des arguments. Puis je lève. Christophe dit « Papa, je prends mes clés sur le crochet près de la porte. Ce crochet est là depuis 15 ans. Je sais exactement où il est sans regarder. Je dis « Je suis là pour dîner » et je sors. Je prends la voiture pour aller à la quincaillerie. C'est un acte délibéré. Je sais ce qu'il signifie. Je conduis tout seul jusqu'à la quincaillerie et je déverrouille la porte et j'entre. Je réalise en conduisant, une déclaration. Je suis capable. Je vais à la quincaillerie parce que j'ai un projet. Je parle au vendeur du rayon bois de ce dont j'ai besoin pour un carré potager que j'ai commencé à planifier en février et que j'ai reporté parce qu'on vérifierait, on verrait comment ça irait
avec ma main. Le vendeur et moi parlons des essences de bois, des composés de drainage, de la profondeur dont les racines de tomates ont besoin pour vraiment s'épanouir. On parle pendant 45 minutes. On est deux hommes qui savent ce qu'on fait et qui parlent de travail. À la fin, j'achète ce qu'il me faut. Je le charge dans la voiture tout seul, en utilisant ma main droite principalement, en compensant avec le reste de mon corps. Personne autour de cette table n'a autorité sur ce geste. Je rentre. Le dîner est calme. Isabelle m'aide à débarrasser. Elle lave les assiettes. Elle fume un peu d'anxiété qui ne peut pas sortir. Quand Eric est sorti sur le balcon pour prendre l'air, elle dit « Papa, je suis désolée, on n'a pas fait ça bien. » Je dis « Non, vous n'avez pas fait ça bien. » Elle dit « Est-ce qu'on peut recommencer? Vraiment te demander ce que tu veux? Pas te dire ce qu'on pense qu'il faudrait faire, mais vraiment te demander. » Je dis « Ce serait un bon début. » On a eu une conversation différente la semaine suivante. Elle a demandé « Vraiment ?» J'ai répondu « Vraiment ?» C'était plus difficile parce que les vraies conversations sont plus difficiles que les plans de gestion. Elle m'a dit ce qu'elle craignait. Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Ce qu'elle craignait, que je tombe seul, que la main tremble au moment critique, que quelque chose arrive et qu'elle soit à 2 heures de route à Limoges et qu'il soit trop tard. Ce dont j'avais besoin. Être traité comme quelqu'un dont la vie compte dans les décisions qui me concernent. Je veux être consulté plutôt que géré. Je veux que mes enfants viennent me voir parce qu'ils veulent me voir, pas pour des réunions de planification. Je veux que mon médecin me parle, pas que mon médecin parle de moi. On n'était pas d'accord sur certaines choses. J'ai accepté un bouton d'alerte médicale qu'on peut activer si je tombe. C'est un bracelet avec un bouton. C'est raisonnable. Ça répond à l'inquiétude sans que j'abandonne mon autonomie. J'ai dit oui à ça. J'ai dit non à un établissement. Je suis resté ferme. Elle a dit « C'est juste. Le carré potager est construit et planté maintenant. » Je l'ai construit avec la main droite et la main gauche, toutes les deux, travaillant autour du tremblement plutôt que contre lui. Ça a pris plus longtemps qu'il y a 20 ans. Les articulations ne bougent pas aussi facilement. Les gestes que je répétais sans penser demandent maintenant de la concentration. Mais c'est fini. Et les tomates ne savent pas. Elles ne savent pas que j'ai 82 ans ou que ma main gauche tremble. Elles poussent comme des tomates poussent. Dans la terre que j'ai préparée, dans le jardin que je maintiens depuis 30 ans. Si vous avez une personne âgée dans votre vie dont vous envisagez de gérer la situation, voilà ce que je vous demande d'essayer. Avant d'organiser une réunion pour lui présenter un plan que vous avez arrêté, posez-lui une question, une vraie question. Pas « comment tu vas ?», une question sur ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin, ce qui lui importe. Et écoutez la réponse. Écoutez-la complètement. Écoutez la partie qui confirme votre plan et écoutez aussi la partie qui le remet en question. Écoutez sans jugement. Demandez à la personne ce qu'elle veut. C'est toute la leçon. Notez-le si ça aide, mais écoutez réellement la réponse. C'est tout ce que je demande. Abonnez-vous et restez. Laissez un commentaire si vous avez vécu cette situation, d'un côté ou de l'autre de la table.
Si vous êtes l'enfant qui s'inquiète, si vous êtes le parent qui veut qu'on demande avant de décider. Je m'appelle Jean-Pierre Leblanc. J'ai 82 ans. Les tomates poussent, la main gauche tremble, et je suis encore dans ma maison, dans mon jardin, prenant mes propres décisions sur ma propre vie. Ce n'est pas rien, c'est tout.